Non, c'est vrai? Ouais. Ah putain. Ah ouais, ok, d'accord. Oui, forcément, là, pour l'instant, ça fait un peu peur. Enfin, comme ça vient de sortir, ça fait un peu grand remplacement, quoi. C'est bon. Enfin, les élèves servent plus à rien, nous, on sert plus à rien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Donatien, je suis prof de philo au lycée de Besançon et je vais commenter 2 copies de philosophie de terminale avec vous. On va voir ensemble aujourd'hui 2 copies de philo de terminale qui ont traité le sujet de dissertation « Le bonheur est-il inaccessible ?» Sujet de dissertation très classique avec la notion qui est au programme de bonheur. Évidemment, la première chose, c'est qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'on se pose cette question. Pourquoi est-ce que le bonheur serait inaccessible? D'abord, on a envie de dire, mais pas du tout, le bonheur, il n'est pas inaccessible. On a tous déjà ressenti un sentiment de bonheur. Quand mon équipe préférée gagne un match de foot, évidemment que je suis heureux. Donc pourquoi est-ce que le bonheur il serait inaccessible? C'est bizarre. Je pense que du coup, évidemment, tous les bons élèves, toutes les bonnes copies, elles vont réussir à faire ce qu'on appelle les distinctions conceptuelles, c'est-à-dire distinguer le bonheur du plaisir, par exemple. En fait, quand mon équipe gagne un match de foot, je ressens du plaisir. Le bonheur, c'est peut-être quelque chose de plus durable, qui n'est pas éphémère, qui s'inscrit dans le temps. Ça, c'est clairement une distinction qui est, je pense, attendue pour un sujet comme celui-là. Donc, on commence tout de suite avec la première copie. Copie qui commence par une accroche, apparemment. Nous grandissons tous avec pour objectif le fait de réussir notre vie afin d'être heureux. Ok, pour beaucoup, c'est une chose que tous les adultes qui nous entouraient nous répétaient sans cesse. L'acquisition du bonheur est donc, pour l'existence humaine, une fin en soi. Il s'agit de l'objectif qui se place au-dessus de tous nos objectifs et nous tentons de l'atteindre à travers ceux-ci. Cependant, une fois adulte, un grand nombre d'entre nous se rend compte qu'il n'est pas heureux, qu'il manque quelque chose. Et ce, même lorsque nous avons un bon métier, entre guillemets, et une bonne situation financière par exemple. C'est à ce titre que nous pouvons alors nous demander si le bonheur est inaccessible. Ok, alors là c'est une accroche correcte. Pourquoi correcte? Parce qu'elle justifie bien, elle montre un paradoxe. On veut tous être heureux, mais quand même on n'y arrive pas trop. Et donc ça montre qu'il y a un paradoxe et donc ça justifie qu'on se pose la question, le bonheur est-il inaccessible? Peut-être pour améliorer un peu l'accroche, il aurait fallu donner un exemple un peu plus précis de quelqu'un qui a atteint tous ses objectifs et pourtant n'est pas heureux. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais sinon l'accroche est vraiment satisfaisante. De manière générale, nous répondrions que non. Le bonheur n'est pas inaccessible car il suffit de satisfaire tous nos désirs pour être heureux. Mais le bonheur, s'il est défini comme cela, ne peut pas être obtenu car nos désirs s'accompagnent de souffrance. Il s'agit alors d'un bonheur illusoire. Donc le bonheur véritable est inaccessible car pour le chercher, nous devons connaître sa définition et ainsi acquérir une certaine lucidité. Là, donc après, nous verrons d'abord que le bonheur est accessible, donc je pense que c'est l'annonce de plan. Du coup, ce paragraphe-là, c'est ce qu'on appelle la problématisation, où donc l'élève a essayé de montrer que cette question n'était pas une simple question facile à laquelle on pouvait répondre très vite, etc. Il y avait vraiment un problème. Donc, il y a un vrai souci pour montrer qu'il y a un problème. Après, c'est vrai que c'est pas parfaitement clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand vous lisez. Moi, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens et que les affirmations ne sont pas toujours justifiées. C'est pas très grave parce que c'est l'introduction et donc on imagine que cette problématisation, l'élève va, au cours de sa copie, étoffer, argumenter, etc. Ça me semble, disons, ok pour une problématisation. Nous verrons d'abord que le bonheur est accessible lorsqu'il est illusoire, puis nous verrons que le bonheur véritable est inaccessible car nous devons acquérir une certaine lucidité qui nous rend malheureux dans l'objectif de savoir ce qu'est le bonheur. C'est un peu maladroit de dire, nous verrons d'abord que le bonheur est inaccessible lorsqu'il est illusoire, parce qu'évidemment quand il est illusoire c'est pas un vrai bonheur, du coup bon dire qu'il est accessible d'accord, mais puisque c'est pas un vrai bonheur, ça fait un peu bizarre. À part ça, ça va. Dites-vous bien quand même que quand vous rédigez une copie, le correcteur, quand il lit votre introduction, il a déjà une idée de votre note finale. Donc cette introduction, moi en lisant ça, je me dis franchement ça va. Je pars sur, disons, 14-15. Après, évidemment, je vais affiner, enfin pas affiner, je vais mettre, disons, plus 3, plus 4 ou moins 3, moins 4 à cette note en fonction du développement. Mais pour une introduction, ça commence plutôt bien. Pour commencer, nous pouvons dire que le bonheur est accessible. Ok, donc la thèse de la partie exposée dans la première phrase, c'est bien de faire ça. C'est bien, ça rassure le correcteur. Tu vas donner dans cette partie une réponse à la question et c'est ce qu'on attend. En effet, pour être heureux, il suffit de parvenir à satisfaire tous nos désirs, à obtenir tout ce que l'on souhaite. Ok, bonheur égale satisfaction du désir. Première définition du bonheur. On accepte. C'est d'ailleurs ce que prône Platon à travers le personnage de Calliclès, pour qui il est indispensable de satisfaire nos désirs, car il s'agit là d'une chose que seuls les hommes puissants peuvent faire. Parvenir à satisfaire tous nos désirs est alors synonyme de puissance et montre que nous avons réussi dans notre vie.
À titre d'exemple, nous pouvons citer le personnage de Don Juan dans la pièce de théâtre éponyme de Molière. Don Juan est un homme qui représente parfaitement cette idée, car il vit pour satisfaire son désir amoureux et n'hésite pas à séduire plusieurs femmes en même temps. S'il ressent une quelconque inclination pour une inconnue, il ira vers elle pour espérer engager une relation avec cette dernière. Ainsi, s'il ressent le moindre désir, il le satisfait presque immédiatement. Ok, alors ce paragraphe, il est presque parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un argument, c'est la première phrase. Le bonheur est accessible car le bonheur, c'est satisfaire tous nos désirs. Ensuite, il y a une référence philosophique, donc la référence à Platon, le personnage de Calliclès notamment, dans le dialogue du Gorgias, qui défend que pour être heureux, il faut satisfaire tous ses désirs. L'explication est très claire. Et ensuite, à partir d'ici, donc là on a eu ici l'argument, ensuite ici la référence philosophique pour appuyer l'argument, et ici l'exemple qui clarifie et qui est un exemple parfait. Don Juan pour illustrer Calliclès, c'est parfait. Donc là, c'est vraiment un paragraphe qui est presque parfait. Je dirais que la seule chose qui manque, c'est à la fin de l'exemple. Donc ici, il aurait fallu une phrase pour dire comment est-ce que Don Juan nous permet de répondre à la question. Donc dire en gros, pour Don Juan, le bonheur c'est passer de femme en femme, donc c'est du coup satisfaire tous ses désirs, et donc le bonheur est facilement accessible pour Calliclès. Mais bon, du coup vraiment premier paragraphe, très bien. Cependant, si le bonheur est défini comme la satisfaction de tous nos désirs, alors il s'agit en fait uniquement de plaisir, qui est un sentiment que l'on ressent après avoir assouvi un désir. Cette phrase, elle est excellente. Pourquoi? Parce que l'élève fait ce qu'on appelle une distinction conceptuelle. Elle distingue d'un côté le bonheur et de l'autre le plaisir. Jusqu'à maintenant, donc dans le premier paragraphe, on a défini le bonheur comme la satisfaction du désir. Or là, elle dit, bah non, la satisfaction du désir, c'est uniquement un plaisir, et le bonheur, c'est pas vraiment ça. Donc ça, c'est exactement ce qu'on attend de vous dans une copie. En effet, selon Schopenhauer, la satisfaction des désirs s'accompagne de souffrance, et lorsque nous parvenons à assouvir un désir, un autre naît immédiatement après. Un cycle sans fin naît alors, car nous ressentons toujours un manque entre deux moments de plaisir bref. Donc le bonheur est illusoire, car cette sensation de bien-être ne se manifeste pas de manière complète et durable. Alors du coup, je dirais pas que le bonheur il est illusoire ici, mais plutôt qu'il est éphémère, enfin, et du coup que c'est pas un bonheur. Donc vous voyez que là il y a exactement la même construction que le paragraphe d'avant, c'est-à-dire un argument ici, ensuite elle s'appuie sur un auteur pour développer cet argument, et ensuite elle donne un exemple. Donc voyons l'exemple. Par exemple, nous pouvons aborder le cas du personnage de Ragnar Lodbrok, issu de la série télévisée historique Viking. Ragnar est à l'origine un simple fermier vivant humblement avec sa famille en Norvège. Cependant, lors d'une expédition maritime destinée à piller d'autres pays, Ragnar décide de ne pas suivre les autres et d'aller vers l'ouest plutôt que vers l'est. Il arrivera alors en Angleterre pour la première fois, et cette expédition... Bon, là, franchement, c'est trop long. Je continue à lire, mais là, cet exemple, il est trop long. Point positif, c'est cette phrase qui manquait dans le paragraphe d'avant, qui est une phrase qui permet de rattacher l'exemple au sujet de dissertation. Ça manquait dans la phrase d'avant, cette fois-ci elle y est, c'est très bien. En revanche, là il faut vraiment quand même dire que cet exemple il est trop long. Deux choses, déjà c'est pas un exemple de la culture classique. C'est quand même un peu mieux en général de privilégier un exemple de la culture classique. Là par exemple, vous pourriez prendre, c'est un peu cliché, mais Madame Bovary, il me semble que bah voilà, elle a satisfait tous ses désirs, elle est mariée à un médecin, elle a une vie confortable, elle a une fille, et pourtant il manque quelque chose, pourtant elle est malheureuse. C'est un peu la même idée qui est défendue ici. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas que des exemples de la culture classique dans votre copie, et là en l'occurrence l'exemple il est très bien rattaché au sujet, donc ça va, c'est acceptable. Le seul problème quand même c'est qu'il est trop long. En fait, c'est bien de vouloir expliquer l'exemple parce que bah, voilà, moi je connaissais pas Ragnar, je sais plus quoi. Et il faut quand même aller à l'essentiel dans vos exemples. Jusqu'alors, nous avons vu que l'homme ne parvient pas à accéder au bonheur car il se méprend sur sa définition. Or, pour être heureux, il faut savoir ce qui ferait de nous quelqu'un d'heureux. Si on ne sait pas à quoi correspond le bonheur, on ne peut pas l'atteindre. Il faut donc méditer longuement sur cette question afin d'y répondre et ainsi s'élever intellectuellement, acquérir la connaissance. Ok, cette phrase elle est un tout petit peu cliché, on dirait qu'elle s'est dit allez je vais faire plaisir au prof de philo en disant que réfléchir c'est important, mais enfin bon c'est pas très grave. Cependant, acquérir la connaissance rime avec lucidité. Mais si nous devenons lucides, nous avons une vision globale du monde, chose qui nous empêche d'obtenir le bonheur. Il faudrait peut-être expliquer un peu pourquoi est-ce qu'avoir une vision globale du monde, ça nous empêche d'avoir le bonheur. Bon, voilà, il faut éviter les affirmations comme ça s'il n'y a pas un argument qui vient tout de suite. C'est la thèse que soutient John Stuart Mill dans l'utilitarisme. Selon lui, il y a une petite majuscule à utilitarisme. Selon lui, il vaut mieux être lucide plutôt qu'heureux. C'est le sacrifice que nous venons à faire pour savoir ce qu'est le bonheur véritable.
Il dit d'ailleurs à ce propos, il vaut mieux être un homme insatisfait, bien sûr, qu'un porc satisfait. Ok, il faut éviter de donner une citation sans la commenter après. Donc là, il manque une petite phrase d'explication de cette citation. Cependant, la lucidité n'est pas parfaitement incompatible avec le bonheur, donc ce dernier n'est pas totalement inaccessible. En effet, si l'on arrive à accepter tout ce qui arrive dans notre vie sans se lamenter, donc nous pouvons être heureux. Bon, cette phrase, il y a une faute de grammaire, enfin, en tout cas, c'est pas très bien dit, mais c'est pas grave, on comprend le sens. Le courant du stoïcisme reflète cette idée. Selon les stoïciens, le monde est construit de manière à former un ordre parfait et harmonieux, alors tout ce qui arrive est nécessaire. Ok, encore une fois, c'est pas très bien construit comme phrase, on sent que c'est la fin de la copie et peut-être que l'élève commence à être fatigué, même si bon, on comprend le sens. Pour parvenir au bonheur, nous devons accepter cette idée et faire confiance au destin. Nous devons rester imperturbables face aux événements qui pourraient causer notre malheur et se soucier uniquement de ce qui dépend de nous. Beaucoup de facteurs ne dépendent pas de nous, alors il vaut mieux ne pas s'en préoccuper. Bien que ce mode de pensée requiert une certaine force mentale, il n'est pas impossible de l'adopter. Le bonheur n'est donc pas inaccessible à condition de respecter certaines choses et de faire parfois certains sacrifices qui nous mèneront au bonheur. Ce paragraphe qui défend le stoïcisme, il n'est pas au niveau des précédents pour plusieurs raisons. La première, c'est que la définition du bonheur selon les stoïciens, peut-être qu'elle apparaît pas assez clairement. La deuxième raison, c'est que contrairement aux autres paragraphes, il n'y a pas d'exemple. C'était quand même une grande richesse depuis le début de la copie de très bien comprendre ce que voulait dire l'élève parce qu'il utilisait des exemples. Donc la conclusion maintenant. En conclusion, nous avons d'abord vu que le bonheur est accessible car il suffit de satisfaire nos désirs pour l'atteindre. Cependant, nous avons pu remarquer que défini comme ça, le bonheur est illusoire. Donc nous en avons conclu que le véritable bonheur est inaccessible, car pour ne pas chercher un faux bonheur, il faut devenir lucide et connaître la définition du véritable bonheur. En contrepartie, nous devenons malheureux à cause de cette lucidité, il nous est alors impossible d'accéder au bonheur, à condition de parvenir à se détacher de ses émotions. C'est pas exactement ça le stoïcisme, c'est pas exactement se détacher de ses émotions et accepter le monde dans lequel nous sommes car il ne dépend pas de nos actions. Ok, mais du coup, il faudrait dire ce qui dépend de nous. Bon, bref, c'est incomplet sur le stoïcisme. Notre bonheur peut être accessible si nous devenons indépendants et ne nous soucions uniquement de ce qui dépend de nous. Ok, mais qu'est-ce qui dépend de nous? Si je dois faire un bilan sur cette copie, d'abord sur la forme, c'est parfait parce qu'il y a une introduction où on comprend bien chaque moment de l'introduction. Ensuite, il y a deux parties qui s'enchaînent très logiquement, puis une conclusion. Le correcteur n'est pas perdu dans la copie, il sait à quel moment il en est. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, il n'y a quasiment pas de faute d'orthographe, peut-être même aucune. Enfin, moi, j'en ai sans doute raté, mais en tout cas, c'est très bien écrit. C'est très clair. Oui, à la fin de la copie, bon, il y a une ou deux phrases qui sont mal formulées. Mais au niveau de la forme, c'est quasiment parfait. Au niveau du fond, c'est très bien. Juste, il y a quelques défauts que j'ai soulignés, mais à part ça, ça me paraît vraiment être une copie dont le développement est encore meilleur que l'introduction. Donc à la fin de l'introduction, je pouvais dire 14-15. Quelqu'un qui mettrait 14 à cette copie, je trouverais ça vraiment sévère. Donc moi, j'irais au-delà, même au-delà de 15, plutôt 16, 17, 18. 18, ça commence à être généreux, mais 16, 17, ça me paraît une note vraiment qui correspond bien à cette copie. Ok, on passe maintenant à la deuxième copie. Le bonheur est un sujet qui a été intensément étudié par les philosophes depuis des siècles. Alors ça, c'est vraiment typiquement le genre d'accroche qu'il faut éviter en philosophie. Pourquoi? Parce que quand vous dites ça, c'est super vague, c'est pas du tout précis. Vous enlevez le mot bonheur, vous le remplacez par n'importe quel mot de notre vocabulaire et vous pouvez faire la même phrase. La vérité est un sujet qui a été le bonheur, la vérité, la justice, bref, n'importe quel concept un peu philosophique peut être au début de cette phrase, donc c'est vraiment, les accroches passent partout, il faut éviter. Ce sujet complexe soulève des questions sur la définition du bonheur, sa nature et sa possibilité d'accès. Un peu même reproche que pour la première phrase. Pour quel sujet est-ce que vous ne pourriez pas dire cette phrase? Dans cette dissertation, nous allons explorer l'idée selon laquelle le bonheur serait inaccessible. Nous examinerons les arguments des philosophes qui soutiennent cette thèse ainsi que ceux de ceux qui soutiennent le contraire. Alors, je ne sais pas si c'est la fin de l'introduction là. Donc, pour commencer, nous devons définir ce que nous entendons par... Alors, j'ai l'impression que l'introduction continue après. Juste du coup, cette accroche, elle est pas bonne. Parce que la troisième phrase, quand il dit « Dans cette dissertation, nous allons explorer l'idée selon laquelle le bonheur serait inaccessible », bah non, en fait, dans cette dissertation, on va se demander si le bonheur est accessible ou pas. C'est quand même pas exactement la même chose. Et la dernière phrase, « Nous examinerons les arguments des philosophes, etc. », c'est vraiment une phrase qui pourrait être donnée dans n'importe quelle introduction de philosophie. Donc c'est vraiment
une introduction qui est passe-partout. On dirait que c'est juste un texte dans lequel il a rajouté, l'élève qu'il a appris par cœur, il a juste mis le mot bonheur parce que le bonheur était au sujet. Donc pour l'instant, on n'est pas encore vraiment rentré dans le sujet. Pour commencer, nous devons définir ce que nous entendons par bonheur. En général, le bonheur est considéré comme un état de satisfaction et de bien-être émotionnel. Cependant, cette définition peut varier selon les individus et les cultures. Le débat sur l'accessibilité du bonheur est ancien et complexe, certains considérant qu'il est inaccessible en raison des limitations inhérentes à la condition humaine, d'autres considérant qu'il est atteignable par la pratique de vertu ou la recherche de sagesse. Donc ce paragraphe, en revanche, il est bien mieux. On discute les deux idées, il est accessible parce que là, il est inaccessible parce que gna. Bref, on est en train de montrer que la question est philosophique, que la question n'est pas vite répondue, qu'on ne peut pas y répondre comme ça. Il faut faire une dissertation pour y répondre. Donc là, ce paragraphe de problématisation, il est très correct. Dans cette dissertation, nous allons examiner ces différentes perspectives pour comprendre ce débat complexe. Donc ça, c'est exactement le même genre de phrase que dans le premier paragraphe. Il faut absolument éviter, c'est trop vague. Cette phrase, vous pourriez la mettre dans n'importe quelle dissertation et ça veut dire qu'il ne faut pas la mettre dans cette dissertation. L'objectif de cette dissertation est de faire une réflexion sur notre propre perception du bonheur et de déterminer si le bonheur est accessible ou inaccessible. C'est un peu vague et c'est pas une vraie annonce de plan. Donc là, la méthode est pas parfaitement respectée. Je pense que l'introduction est finie et on passe maintenant à la première partie. Donc à la fin de cette introduction, je vais mettre, comme ça la note que j'ai pour la suite, c'est, je sais pas, peut-être 10, 11. Là, ça va vraiment dépendre du développement. Dans cette première partie, nous allons examiner les arguments des philosophes qui soutiennent que le bonheur est inaccessible en raison des limitations inhérentes à la condition humaine. Cette perspective est souvent associée à des philosophes tels que Schopenhauer et Nietzsche, qui considèrent que la vie humaine est marquée par la souffrance et le bonheur est donc inaccessible. Bon, les auteurs et les gens sont très à propos. Schopenhauer considère que la vie humaine est régie par la volonté, une force aveugle qui pousse les individus à poursuivre des buts sans fin et sans répit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter dans votre dissertation de philo en terminale. Pourquoi? Parce que on vous demande d'abord vous-même tout seul de réfléchir et seulement ensuite de recourir à un auteur. Un auteur qui va vous aider pour développer, pour argumenter l'idée que vous voulez défendre. Et donc là, dans cette copie, l'élève, il commence directement par parler d'un auteur. Un peu comme s'il récitait son cours par cœur. Or, c'est vraiment pas ça qu'on vous demande. On vous demande de réfléchir par vous-même au sujet, puis de vous appuyer sur un auteur. Donc, dans l'ordre, ça fait argument, auteur, puis exemple après. Ça doit être ça l'ordre d'un paragraphe. Là, l'élève commence directement par l'auteur, ce qui donne un peu l'impression qu'il est en train de faire un catalogue, qu'il est en train de réciter son cours. Après, bon, ce qu'il dit pour l'instant sur Schopenhauer est exact. Selon lui, la poursuite de ses buts peut entraîner un moment de satisfaction, mais ce sentiment est toujours temporaire et est rapidement remplacé par la poursuite de nouveaux buts. En conséquence, le bonheur est inaccessible car il ne peut être atteint de manière permanente en raison de la nature de la volonté. Donc là, il faut dire, la connaissance de Schopenhauer, elle est très bonne, elle est précise, elle est meilleure que celle de la première copie. C'est plus clair, c'est plus concis. Donc ça, c'est très bien. De même, Nietzsche. Alors là, vraiment, il faut complètement éviter ça. Vous pouvez pas enchaîner les auteurs. Ça, quand je disais catalogue d'auteurs, ça, c'est un exemple parfait. Vous pouvez pas dire Schopenhauer, puis Nietzsche, et puis après un autre philosophe. Non, il faut que vous montrez qu'il y a un lien entre ces philosophes, un lien logique, et que c'est vous qui le créez, ce lien logique. Et donc là, ça fait trop catalogue, donc c'est pas bon. De même, Nietzsche considère que la condition humaine est marquée par la souffrance et que le bonheur est inaccessible en raison de la nature déficiente de l'existence humaine. Selon lui, les êtres humains sont soumis à des forces telles que la maladie, la mort et la vieillesse qui les privent de la capacité de trouver le bonheur de manière permanente. Bon, tout ce qui est dit sur Nietzsche ici est correct. Peut-être que là, quand même, sur Schopenhauer et Nietzsche, il manquerait des exemples. C'est ce qu'il y avait de bien dans la première copie, des exemples. Pour Schopenhauer, il y avait un bon exemple, c'était bien. Là, bon, voilà, il n'y a pas d'exemple, c'est un peu dommage, même si bon, tout ce qui est dit est juste. Selon la philosophie existentielle. Alors, je regarde juste parce que du coup, je comprends pas très bien l'ordre des parties. Parce que du coup, le premier pas, ici, ça commençait par dans cette première partie. Donc, il y a eu une intro partielle sur Schopenhauer et Nietzsche. Et donc là, on a Schopenhauer puis Nietzsche. Donc là, je comprends bien. Bon, là, il y a plusieurs lunes sautées. Donc, j'imagine que ça, c'est la deuxième partie. Mais quand même, il faudrait le dire. Selon la philosophie existentielle, le bonheur ne peut être atteint que lorsque l'on trouve un sens à sa vie. C'est ce que défend le philosophe Jean-Paul Sartre dans son ouvrage L'être et le néant. Les ouvrages, on les met plutôt en italique, mais c'est pas grave. Pour lui, l'être humain est condamné à être libre et doit donc constamment se poser la question de l'existence et du sens de sa vie. C'est en trouvant une réponse à cette question qu'il peut trouver le bonheur. Exactement le même reproche que pour les paragraphes précédents. Ça fait trop récitation de cours. Il n'y a pas d'exemple.
dans chaque paragraphe, il doit y avoir l'argument, la référence philosophique, l'auteur, l'exemple. Là, à chaque fois, dans les paragraphes, il n'y a que la référence philosophique. Bah, ça fait trop catalogue, ça fait trop récitation de cours. C'est également ce que défend le philosophe Albert Camus, mais alors ça vraiment, enfin bon, c'est toujours le même défaut qui se répète dans la copie, c'est vraiment une liste d'auteurs. Donc en gros, on a l'impression que l'élève, il s'est dit, le bonheur est-il inaccessible? Ok, je vais prendre cet auteur, qu'est-ce qu'il en pense? À chaque fois, il dit des choses vraies, hein, mais cet auteur, qu'est-ce qu'il en pense? Ensuite, je passe à l'auteur suivant, qu'est-ce qu'il en pense? Mais il fait pas de lien entre les auteurs, du coup, la copie progresse pas, il y a pas de colonne vertébrale dans sa copie, et bah, ça, c'est quand même un des critères pour l'évaluation. Albert Camus, dans son ouvrage Le mythe de Sisyphe, pour lui, la quête du sens de la vie, le seul moyen d'échapper à l'absurdité de l'existence, c'est en trouvant une raison de vivre que l'on peut trouver le bonheur, même si cette raison est arbitraire. Alors, ce paragraphe, pour ceux qui connaissent le mythe de Sisyphe, et oui, les profs de philo connaissent le mythe de Sisyphe, mais il est beaucoup trop rapide quand même. Il faudrait expliquer un peu. Là, le mythe de Sisyphe en 2 phrases d'explication, ça suffit pas. Donc, c'est pas satisfaisant. Ce paragraphe qui a le même défaut des autres, mais en plus là, il est vraiment trop rapide. Enfin, le philosophe il reparle de Nietzsche, ok, affirme que le bonheur ne peut être atteint que lorsque l'on trouve un but dans la vie. Pour lui, c'est en trouvant un but, une volonté de puissance que l'on peut trouver le bonheur. C'est en donnant un sens à son existence que l'on peut échapper à la souffrance et à la vacuité de l'existence. Alors bon, cette copie, il faut quand même le dire, elle témoigne d'une très bonne connaissance de Nietzsche, puisque c'est vrai qu'à partir des écrits de Nietzsche, on peut à la fois dire que le bonheur est accessible et à la fois dire qu'il est inaccessible. Ça dépend de quel passage, de comment on comprend la philosophie de Nietzsche en général. Et donc c'est très bien de la part de l'élève d'avoir parlé de Nietzsche à la fois dans la première et dans la deuxième partie, mais il faudrait dire quand même, enfin c'est bizarre de dire que Nietzsche dit à la fois qu'il est accessible et à la fois qu'il est inaccessible. Et là l'élève le dit pas du tout que c'est bizarre. Il fait comme si c'était normal d'avoir dit en première partie, oui, Nietzsche dit que le bonheur est accessible, et là maintenant il dit qu'il est inaccessible, là maintenant il dit qu'il est accessible. Bah non, en fait, c'est bizarre, il faut le dire. Quand il y a un truc bizarre comme ça, il faut le dire. Et donc on a l'impression que, encore une fois, que l'élève il récite son cours, mais vraiment sans du tout réfléchir à ce qu'il est en train d'écrire. Ces 3 exemples. Alors, exemple, il faut éviter, quand on parle de philosophes, les philosophes, c'est pas des exemples, c'est des références. Un exemple, c'est dire, par exemple, dans ma vie quotidienne, un philosophe, c'est pas un exemple, enfin bon, c'est pas très bien. Ces 3 exemples montrent que selon la philosophie existentielle, le bonheur est accessible à condition de trouver un sens à sa vie. Cette recherche du sens... Bon, alors philosophie existentielle, déjà, bon, c'est une expression un peu bizarre, mais juste ces 3 exemples, enfin, je veux dire, Nietzsche, dire qu'il est existentialiste, enfin, bon, c'est un peu fouillis, c'est un peu confus là. Cette recherche du sens peut se faire à travers la découverte d'une cause, d'un but ou d'une raison de vivre. C'est en donnant un sens à son existence que l'on peut trouver le bonheur. Ok. D'un autre côté, il est également, là je comprends pas très bien, donc du coup j'imagine que c'est une 3e partie, ce qui est un vrai problème puisque dans l'introduction, si je me trompe pas, il n'avait pas parlé de 3e partie. Donc je reprends ce qui était supposé être l'annonce de plan. Dans cette dissertation, nous allons examiner ces différentes perspectives pour comprendre ce débat complexe. L'objectif de cette dissertation est de faire une réflexion sur notre propre perception du bonheur et de déterminer si le bonheur est accessible ou inaccessible. En fait, il n'avait même pas fait d'annonce de plan. Bon, c'est pas terrible de faire ça, le correcteur il préfère quand on lui a mis des panneaux, 1re partie, 2e partie, 3e partie. D'un autre côté, il est également possible de considérer que le bonheur est inaccessible en raison de la subjectivité de sa définition. En effet, le bonheur est une émotion subjective qui dépend des expériences, des opinions personnelles de chaque individu. Ce que l'on considère comme source du bonheur peut être très différent d'une personne à l'autre. Le philosophe Épicure défend l'idée selon laquelle le bonheur ne peut être atteint que lorsque l'on trouve le plaisir et la paix intérieure. Alors c'est un peu bizarre parce qu'il vient de dire que, en gros, le bonheur est relatif, que la définition du bonheur dépend de chacun. Et après, il parle d'Épicure, donc on se dit que Épicure, c'est quelqu'un qui va l'aider à défendre cet argument. Mais en fait, Épicure, il défend le bonheur. Non, le bonheur, c'est une chose selon Épicure, c'est l'ataraxie, comme il dit, le plaisir, la paix intérieure. Donc cette phrase, elle est contradictoire avec la phrase d'avant. Donc en fait, la phrase d'avant, ça voulait juste dire, ok, maintenant je vais parler de plein d'auteurs qui ont des définitions différentes du bonheur. Et donc il parle d'Épicure puis d'Aristote. Ça marche pas. C'est pas ce qui est demandé en philosophie dans une disserte de philo. Alors certes, cet élève, il connaît plein de choses. Il a bien compris ce qu'était le bonheur pour tel auteur, mais il faut faire des liens entre les auteurs. Et là, c'est pas le cas. C'est juste une liste
Donc bah voilà, même défaut que tout à l'heure. Donc je lis rapidement. Défend l'idée selon laquelle le bonheur ne peut être atteint que lorsqu'on trouve le plaisir et la paix intérieure. Pour lui, c'est en évitant les souffrances et les peurs que l'on peut trouver le bonheur. Cependant, cette définition du bonheur est très subjective car ce qui peut apporter un plaisir et paix intérieure à une personne peut être source de souffrance pour une autre. Ok, je sais pas si c'est vraiment une objection qu'on peut faire à Épicure, parce que Épicure serait d'accord avec ça. Bon, bref. De même, le philosophe Aristote considère que le bonheur est atteint. Juste, c'est pas la peine quand vous donnez le nom d'un philosophe de mettre le philosophe. Vous pouvez juste dire de même Aristote. Voilà, votre prof il est au courant, votre correcteur il est au courant que c'est un philosophe. Est atteint lorsque l'on atteint la béatitude, c'est-à-dire lorsque l'on a accompli tout ce que l'on désire dans la vie. Cependant, ce que l'on désire peut être très différent d'une personne à l'autre, ce qui rend cette définition du bonheur également très subjective. Ouais, alors là pour le coup sur Aristote c'est pas complètement exact parce que le bonheur par Aristote c'est pas lorsqu'on a accompli tout ce qu'on désire dans la vie. Ça me paraît pas être une définition très exacte du bonheur chez Aristote. Ces deux exemples montrent que la subjectivité de la définition du bonheur peut rendre son atteinte inaccessible. En effet, ce que l'on considère comme source du bonheur peut varier considérablement d'une personne à l'autre, ce qui rend difficile l'atteinte d'un état de bonheur universel. Ok, alors en conclusion, le bonheur dépend de la perspective et des aspirations de chaque individu. Ouais, certains peuvent voir le bonheur comme inaccessible en raison de la nature insatisfaite de l'existence humaine, tandis que d'autres peuvent le voir comme accessible en travaillant sur soi et en appréciant les petites choses de la vie. Il est donc important de prendre le temps de réfléchir à ses propres aspirations et de déterminer ce qui peut apporter de la joie et de la satisfaction dans la vie. Le bonheur peut être trouvé par la compréhension de soi, la pratique de la gratitude et de l'acceptation de soi. Cette copie, elle est vraiment très dur à noter par rapport à l'autre, parce que par rapport à l'autre, c'est vrai que, pour le dire clairement, cet étudiant, il a l'air de beaucoup mieux s'y connaître en philo que l'autre, puisqu'il parle quand même de beaucoup plus d'auteurs différents, que sa connaissance des auteurs, elle est précise. Il a l'air d'avoir quand même très bien compris ce qu'était le bonheur pour Épicure, pour Aristote, pour Nietzsche, etc. En revanche, le gros défaut de cette copie par rapport à l'autre, c'est une liste. C'est une liste d'auteurs. Il y a le bonheur est accessible, tous les auteurs qui pensent ça, le bonheur est inaccessible, tous les auteurs qui pensent ça. Quand on fait une liste, on réfléchit pas, quoi. On récite son cours et c'est pas ce qui est demandé dans une dissertation de philo. À aucun moment, par exemple, dans cette copie, il y a eu par rapport à la première copie une distinction entre plaisir et bonheur et donc ça permet de passer à la partie suivante. Non, là, on passe d'une partie à l'autre de manière complètement arbitraire. Elle a des qualités cette copie. Déjà, cette copie non plus, j'ai pas vu de faute d'orthographe, donc ça c'est quand même rare. Aucune faute de grammaire, il me semble. Et il y a quand même des bonnes connaissances philosophiques et il y a un plan malgré tout, même si la méthode n'est pas parfaitement respectée. Pour moi, mettre moins de 10 à cette copie, ça serait vraiment trop sévère. Même 11, je trouverais ça sévère. 12, ça me paraît être une bonne note. Après, pour moi, cette copie, elle peut pas avoir 14 parce que c'est trop une liste. Il a juste récité son cours, ça fait un peu élève studieux, très travailleur, qui a appris par cœur et qui récite son cours. Donc ça, quand même, on peut pas avoir 14. 13, ça me semble assez généreux. Donc voilà, moi je mettrais 12 pour cette copie. Si là, je te disais que cette deuxième copie, il y a un petit piège et que c'est pas un étudiant ou une étudiante qui l'a écrite, mais que c'est ChatGPT. Est-ce que du coup, tu trouves ça un peu plus logique par rapport à tout ce que tu viens de dire? Non, c'est vrai? Ouais. Ah putain. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est sûr que maintenant que tu le dis, une copie comme ça, il y a quand même... Enfin, forcément, moi je vais prendre des phrases et je vais les taper sur Google pour vérifier que c'est l'élève qui l'a écrit. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me disais que c'était un bac blanc que l'élève avait rédigé seul face à sa copie ou que c'était le vrai bac et donc c'est quand même dur d'aller gruger sur internet. Mais si j'ai cette copie en DM, ouais, c'est sûr que là, il y a certaines phrases qui sont quand même vraiment très bien rédigées et tout, je les aurais tapées sur Google. Quand j'ai essayé de bidouiller avec ChatGPT pour obtenir la dissertation, déjà c'était un peu compliqué parce qu'il ne respectait jamais la méthode. Et même si je faisais un énoncé assez détaillé en disant tu es un élève de terminale, tu dois rédiger une dissertation de philosophie sur tel sujet, j'avais mis environ 1500 mots et ça les fait pas, par exemple les 1500 mots, tu vois. Demander des exemples, je demandais à ce qu'il n'y ait pas de répétition et il y en a beaucoup. Ouais. Donc j'ai quand même été assez exhaustive dans l'énoncé et pourtant c'est loin de donner quelque chose de parfait, quoi. Même au niveau de la méthode, il a fallu que je mette entre parenthèses une accroche, une annonce de plan, la problématisation, etc. Et malgré ça, ça l'a pas fait, tu vois. Ouais. Heureusement que c'est pas encore, c'est pas parfait. Mais qu'est-ce que t'en penses du coup? Enfin, ça te paraît logique maintenant que tu vois ça?
par rapport au catalogue Bah ouais, c'est vrai d'exemples. que enfin, c'est rare qu'un élève de terminale connaisse la définition du bonheur chez autant de philosophes. Et c'est un peu triste qu'il soit du coup aussi fort pour apprendre par cœur des choses et qu'il soit incapable de mettre du lien entre eux, mettre un peu de réflexion personnelle, quoi. C'est vrai, maintenant que tu le dis, on dirait que ça a été fait par Wikipédia, quoi, qu'on a demandé le bonheur chez Aristote c'est quoi, le bonheur chez Épicure c'est quoi, qui les a classés en deux blocs. Ce qui est pas idiot hein, pour répondre à cette question, mais enfin ça correspond quand même pas aux exigences de terminale. Parce que du coup, vu que c'est une intelligence artificielle, il n'y a aucun exemple personnel, Ouais. ce qui va définir toute une copie de philosophie, enfin comme la première copie du coup, Ouais. tu disais que c'était vraiment... et du coup, il n'y aura pas non plus d'exemples qui sont pas classiques. Bon, après, du coup, c'est pas forcément à prioriser sur une copie, mais ça montre une certaine forme de personnalité aussi. Ouais, complètement, complètement. C'est vrai que ça... Bah, bon, après, maintenant que tu me l'as dit, c'est facile de le dire, mais ça fait vraiment très copie impersonnelle, récitation de cours, vraiment sans... Enfin, on sent pas, y a qu'il y a pas quelqu'un d'âme, quoi. derrière. Ouais, bah, c'est facile de le dire maintenant que je sais, mais oui, il n'y a pas d'âme, c'est ça, c'est vraiment ça. Et puis, bah, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, tu as tout de suite repéré que bah, c'est une copie qui est beaucoup moins bonne qu'une copie rédigée par un élève. Enfin, du moins qu'un bon élève. Pour Oui, avoir qu'un une- bon Pour élève. avoir une très bonne note, Malheureusement, l'IA suffit pas, quoi. Non, pour avoir une très bonne note, c'est sûr que bah ça, non, c'est pas possible. Après, ça reste quand même beaucoup mieux que au moins un gros tiers de ma classe, voire la moitié de ma classe, quoi. Ouais. Donc, bah ouais, j'ai mis 12 Ouais. comme note. Bah, 12, c'est un peu généreux, parce que quand même, c'est vrai que la méthode, elle est pas respectée. Donc, 12, c'est un peu généreux. Mais ouais, tu peux pas mettre moins de 10 à cette copie. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais jamais mis moins de 10 à cette copie, c'est sûr. Et du coup, est-ce que ça te fait peur de voir à quel point une intelligence artificielle, du coup, aussi impersonnelle qu'elle soit, elle puisse obtenir 11, 12 à une copie, alors que tu dis qu'un tiers de ta classe, potentiellement, ne l'aurait même pas? Bah oui, forcément, là, pour l'instant, ça fait un peu peur. Enfin, comme ça vient de sortir, ça fait un peu grand remplacement, quoi. C'est bon, enfin, les élèves servent plus à rien, nous, on sert plus à rien. J'espère qu'il y aura bientôt une intelligence artificielle qui va pouvoir permettre aux profs de faire corriger ses copies par ChatGPT, ça sera plus simple. Mais après, je pense que ça peut aussi être un outil, quand même, pour les élèves. Et c'est peut-être à nous, en tant que profs, du coup, d'adapter les devoirs qu'on leur donne. Faire un DM comme ça sur une dissertation sans les accompagner du tout, c'est peut-être plus trop le bon truc à faire pour qu'ils aient une réflexion personnelle. Et puis aussi, c'est pas non plus parce que c'est ChatGPT qui le dit que c'est vrai. Donc, notamment sur Aristote, ça me paraissait pas exact, la définition du bonheur qu'il donnait d'Aristote. Et donc, du coup, bah, ça reste à l'élève d'exercer sa réflexion personnelle sur ChatGPT. Enfin, ça fait que reporter le problème, du coup. Et heureusement qu'ils font de la philo pour exercer leur réflexion personnelle sur des trucs qui viennent de l'extérieur et ne pas être BA et recopier ce que dit ChatGPT sans se demander, je sais pas, quelle est la source, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est vrai, etc.